Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dialogue littéraire du mois de mars. Nous nous trouvons actuellement au Musée des Beaux-Arts de Brest, où se tient en ce moment et jusqu'au 19 mai l'exposition Bois Brésil. Vous pouvez y découvrir le travail de 3 graveurs brésiliens qui contribuent à perpétuer cet art populaire, tant dans son expression traditionnelle que dans ses formes les plus contemporaines. Et en écho à ces œuvres se tient l'exposition Bois Bretagne, qui donne à voir la gravure sur bois en Bretagne, portée par des artistes tels que Mathurin Méheux, Henri Rivière ou René-Yves Creston. Au cours de cette émission, Marion nous parlera de ses derniers coups de cœur, une chronique où il sera question de manipulation des émotions et d'affaires criminelles. Nous retrouverons également Mathieu Vidard et Laurence Tardieu, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à la librairie ces dernières semaines. L'écriture a toujours fait partie de la vie de Laurence Tardieu et c'est en 2002 qu'est paru son premier roman, Comme un père. Plusieurs autres livres ont suivi, des romans et des récits autobiographiques qui tous explorent avec douceur et sensibilité les liens familiaux, le couple, le deuil ou encore l'absence. À l'occasion de la parution de son dernier roman, Nous aurons été vivants, aux éditions Stock, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir l'auteur à la librairie et de lui poser quelques questions. Laurence Tardieu, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Nous aurons été vivants, votre 10e roman qui vient de paraître aux éditions Stock. Alors dans ce livre qui se déroule le temps d'une journée, tout part d'une vision fulgurante alors qu'Anna, peintre d'une 50aine d'années, est sans nouvelles de sa fille Laurette depuis 7 ans. Elle croit l'apercevoir de l'autre côté du boulevard parisien où elle se tient, mais la possibilité que ce fût elle va fissurer la carapace qu'Anna s'était patiemment construite depuis 7 ans et l'amener à revisiter son passé. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce livre et ce qui, pour vous, a été à son origine ? Il y a plusieurs choses très différentes qui ont déclenché le livre. D'abord, en fait, cette vision que vous avez racontée, que j'ai eue moi-même sans savoir d'où elle venait. Et c'est souvent comme ça que mes livres de fiction en fait, sont nés, c'est par des flashs, comme des images de rêve qui vous restent après pendant des jours. Je ne suis pas un écrivain qui construit ses livres à l'avance. J'aime infiniment l'aventure que c'est que partir et par l'écriture, par le mouvement même de l'écriture, avancer comme ça sans savoir où je vais et voir où l'écriture m'emporte. Donc je fais confiance à l'écriture et je faisais confiance à cette image qui était tellement obsédante que je me suis dit elle contient certainement un monde. Et j'avais envie, ça c'était vraiment un désir diffus, mais j'avais très envie dans ce livre d'explorer la matière du temps. Et en effet, c'est tout à fait ce dont parle ce livre, Oui. Nous aurons été vivants, Oui. avec ce temps que l'on saisit à travers ses accélérations et ses moments d'éternité, Oui. Comme vous le disiez, grâce notamment à une construction particulière du livre. Comment est-ce qu'elle s'est imposée, cette construction, peut-être au fil de l'écriture, comme C'est vous ça, en fait, nous le disiez. chacun des personnages du texte, en fait, est à un moment particulier du temps de sa vie. Voilà. Et à la fin de la première partie, puisque le texte effectivement se découpe en 3 parties, je me suis dit bon, et maintenant finalement je voulais saisir dans ce texte une grande part de la vie d'Anna, de son passé, de son enfance, de son histoire, d'où elle venait, pourquoi elles en étaient arrivées à un moment, la mère et la fille, à être comme ça, à se retrouver comme ça et être dans ce tel effroi. Et j'ai eu comme ça une intuition de remonter bien des années plus tôt, juste avant la naissance de Laurette, et de prendre comme ça par fragments la vie d'Anna entre 1989 et 2009, voilà, et de remonter comme ça dans le temps pour saisir des fragments de la vie d'Anna. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, je raconte dans cette première partie l'histoire de cette femme qui à un moment de sa vie a été amputée d'une part d'elle-même puisque sa fille a disparu sans donner plus aucune trace d'elle. La chute du mur de Berlin, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment des vies qui ont été, des vies qui ont été amputées, d'autres vies, des familles qui ont été coupées, de frères, d'oncles, de sœurs pendant des années, qui se retrouvent. Voilà, brutalement. Alors il est important de préciser que Nous aurons été vivants, c'est aussi un texte rempli d'espoir, c'est l'histoire d'une renaissance. Oui, alors oui. Comment est-ce qu'on vit l'écriture d'un tel livre ? Est-ce que c'est avec un sentiment de joie et de renouveau ? Chacun de mes livres est une aventure qui me porte et me met en joie, mais alors celui-ci encore plus que les autres. Écrire un texte de fiction, c'est inventer un monde, réinventer un monde, donner vie à des personnages. J'ai écrit très lentement ce texte pour savourer, être
très proche de mes personnages. Je les aime chacun dans leur fragilité et dans leur manière qu'ils ont tous finalement un moment de se relever. Et voilà, je ne les ai pas encore quittés. J'ai fini d'écrire ce livre il y a peut-être 6 mois et je suis encore dedans. Connaissez-vous la géodrillologie, science des vers de terre? Saviez-vous qu'il y a autant de rats à Paris aujourd'hui qu'hier et que le chocolat risquerait un jour de disparaître? Dans son dernier livre, Dernières nouvelles de la science, paru aux éditions Grasset, Mathieu Vidard, qui nous réveille tous les matins sur France Inter au son de la douce musique de la science, nous instruit et nous passionne pour ce domaine en mouvement perpétuel. Retrouvons-le tout de suite au micro de Laurane. Bonjour Mathieu Vidard. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous êtes journaliste et producteur de l'émission La Tête au carré sur France Inter. On peut également vous retrouver sur France 5 dans une émission scientifique qui s'appelle Science Grand Format. Et depuis la rentrée 2017, on a également le plaisir de vous entendre le matin à 7h20 dans la très écoutée matinale de France Inter. Vous y commettez vos éditos carrés. Pendant 2 minutes 30, vous évoquez un sujet scientifique. Pourriez-vous nous raconter la genèse de ces éditos carrés ? Alors la genèse, elle est très simple. C'était pendant l'été 2017, un jour du mois de juillet. J'étais en train de conduire dans la montagne vosgienne et je reçois un texto sur mon téléphone et je vois que c'est Nicolas Demorand qui essaie de me joindre. Et donc voilà, je me suis embarqué dans l'exercice. J'ai appelé tous mes petits camarades de la matinale pour leur demander comment eux vivaient ça, parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même très particulier. Et voilà, donc j'ai depuis maintenant 1 an et demi ce plaisir de parler de science un petit peu le matin, alors sous une forme un peu différente de la tête au carré, mais c'est assez complémentaire quand même. Alors, au fil de votre livre, on apprend que nos emails en apparence anodins génèrent une véritable pollution numérique, que la santé des astronautes est mise à mal dans l'espace ou que le cerveau des musiciens sont bien plus développés que ceux des non-musiciens. Donc la science est diverse. Comment s'impose le sujet des chroniques ? Alors, il s'impose tout simplement en fonction de l'actualité de la science et des publications en particulier qui sont extrêmement nombreuses. Et donc, moi, je pioche tous les jours dans ce bouillonnement pour essayer de trouver des sujets qui, évidemment, ont d'abord un fond scientifique, sont plutôt dans une actualité récente et surtout qui me donnent l'opportunité de raconter une histoire, en fait. C'est ça. Donc après, quand j'ai choisi mon sujet, j'essaie de trouver avec mon équipe un scientifique qui va pouvoir m'en parler, aussi commenter avec moi la publication, parce que c'est important pour moi aussi d'avancer quand même en terre sécurisée. Et puis en fonction de ce qu'il va me dire, je vais prendre moi ce qui m'intéresse, ce qui a retenu mon attention, ce qui a suscité ma curiosité, ce qui m'a fait rire, en me disant ben voilà, ça allait me servir pour raconter cette histoire. À travers vos chroniques, vous levez le voile sur certaines croyances. En quoi l'étude scientifique est-elle nécessaire à la lutte contre l'obscurantisme ? Ben justement parce que la science se base sur une méthode, sur une façon de faire qui est tout à fait particulière, c'est-à-dire l'observation de quelque chose, son expérimentation, sa répétition, sa validation. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait de la science. Et la croyance, c'est évidemment tout autre chose. La croyance, elle est basée juste sur vos propres convictions, ce que vous avez envie de croire ou pas. Et il y a souvent un assaut qui existe encore de la part de certains fondamentalistes qui essayent d'imposer leurs idées en distribuant des tracts ou des livres. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, devant les écoles du sud de la France, par exemple, il y a eu une distribution comme ça de textes qui remettaient en cause la théorie de l'évolution de Darwin. C'est très important là aussi de bien séparer les choses entre ce que la science nous a montré, par exemple de l'étude des fossiles depuis très très longtemps, de l'évolution des espèces vivantes, et puis après ce que les religieux, se basant sur les textes de la Bible par exemple, peuvent nous dire. Donc il faut faire attention à ne pas tout mélanger. On ressent parfois votre colère, ou tout du moins votre déception concernant certains sujets scientifiques en lien par exemple avec l'écologie. Dans quelle mesure cette chronique peut-elle parfois prendre la forme d'une tribune ? Alors, de toute façon, c'est un peu l'exercice qui s'y prête, parce que l'édito, c'est justement un exercice où je prends la plume en tant qu'individu et que, du coup, oui, j'y mets aussi des convictions, des idées, des choses que j'ai envie de défendre. Donc, évidemment, les choix que je fais, ce sont les miens. Donc, il y a toujours quelque chose d'un peu personnel qui peut transparaître. Donc, c'est vrai que j'avais écrit une chronique qui s'appelait « Putain, les abeilles », qui avait vraiment eu un impact assez fort. Il y avait eu plus d'1 million de vues sur YouTube. Mais en même temps, c'était quelque chose, je pense, que tout le monde ressent, à la fois cette non-réaction qu'on a par rapport à ce qui se passe, et puis la gravité de la situation, et tous ces sujets nous intéressent. Donc moi, j'essaie d'en parler avec mes tripes aussi, quand ça me touche. Et c'est l'exercice aussi qui me permet de faire ça.
De retour à la librairie, nous retrouvons Marion, au rayon Sciences humaines. Bonjour Marion. Bonjour Laurence. Alors, je crois que le premier livre que tu vas nous présenter parle de contrôle des émotions dans la vie sociale et politique. Tout à fait. Le premier livre que j'ai choisi de vous présenter s'appelle La stratégie de l'émotion. Il a été écrit par Anne-Cécile Robert à la fin de l'année 2018 et il est publié aux éditions Luxe. Là, elle pointe du doigt les journalistes qui, au lieu de faire leur métier convenablement, c'est-à-dire en contextualisant, en faisant de l'investigation, vont avoir tendance à aller au plus facile, au plus rapide, à ce qui fonctionne le mieux au niveau audience, c'est-à-dire la corde sensible. Donc en bref, il est question de la paralysie de la société par l'émotion, la tristesse, la peur, la colère. Et tout ça empêche le citoyen d'être un citoyen actif, parfois révolté ou interrogateur, curieux. C'est donc un livre qui nous invite à redevenir acteurs. Tout à fait, absolument. Alors, changement de décor pour ces deux prochains coups de cœur qui nous plongent au cœur de plusieurs affaires criminelles. Deuxième livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est celui d'Alexandria Marzano-Lesnevich qui s'intitule L'Empreinte, qui a été publié aux éditions Sonatine début 2019. Il est question en fait dans cette histoire de la vie de l'auteur. Pendant un moment étudiante en droit à Harvard et qui lors d'un séjour dans un cabinet d'avocats a dû défendre des condamnés à mort et le premier dossier sur lequel elle est tombée c'est Ricky Langley. Et Ricky Langley a été condamné pour pédophilie et viol sur mineur. La force en fait de l'auteur, c'est son écriture déjà et le fait qu'elle raconte sa propre vie à elle en parallèle de celle de Ricky Langley. Et puis c'est une histoire qui a eu un grand impact dans la vie de l'auteur puisqu'elle a décidé d'arrêter le droit. Complètement. Elle est devenue professeure de littérature après cette histoire. Alors dans le troisième livre, nous plongeons au cœur cette fois-ci de 12 affaires différentes, certaines plus légères, je crois. On parle de mon petit coup de cœur, David Grann, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, et de son dernier livre, Le Diable et Sherlock Holmes. Alors c'est publié aux éditions du Sous-Sol, là, début mars, et ça raconte les histoires qu'il a croisées au cours de sa carrière de journaliste, et des histoires tout un petit peu rocambolesques, où il y avait une intrigue, une énigme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit le vrai travail de journalisme. C'est vraiment un fin limier. Il va interroger énormément de témoins, des experts, il va relire toutes les minutes des procès pour au final donner son propre résultat d'enquête et sa solution possible ou non. C'est donc pas par hasard si Sherlock Holmes apparaît dans le titre. C'est ça, tout à fait. Surtout qu'il y a une histoire sur Sherlock Holmes et sur un grand fan de Sherlock Holmes. Merci beaucoup Marion. Merci. Dialogue littéraire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube ou le site de la librairie. À bientôt.